Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présente pour cette émission spéciale du podcast Vibration. Et oui, dans ce podcast, régulièrement, nous interrogeons les dernières tendances en termes de communication d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un thème important qu'on va traiter puisque c'est le sujet de l'infobésité. Et pour en parler, on va avoir autour de ce micro à distance deux expertes du sujet. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Juste un petit mot pour nous. Alors moi, je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur de Nouvelle Voix. Nouvelle Voix, c'est une agence qui intègre de l'audio dans vos dispositifs de communication et de formation. Donc des podcasts, des web radios, pour vos communications internes, RSE, marque employeur, communication de marque, mais également à vocation pédagogique. Et on s'interroge beaucoup chez Nouvelle Voix sur ces nouvelles tendances. Alors, on en parle avec nos partenaires, avec nos clients, on en parle en interne. Et plutôt que de garder pour nous ces réflexions, on décide régulièrement d'en faire une interview, des podcasts que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur toutes les plateformes. Hein. Le podcast s'appelle Vibration. Vous pouvez vous abonner d'ores et déjà pour découvrir tous les podcasts qui arriveront par la suite. Et on le fait également en live sur LinkedIn. Alors, si vous voulez découvrir les prochains lives, il y en aura pas mal ces prochains mois. Abonnez-vous sur la page Nouvelle Voix pour que vous soyez au courant de tous les lives à venir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Le temps pour moi est arrivé pour vous présenter nos deux invités. J'ai commencé par toi, Caroline Sauvageol-Rialan. Tu es autrice de Infobésité aux éditions Vuibert et tu es experte de référence, consultante chez Socomen. Tu travailles beaucoup sur ces sujets d'infobésité. Tu en as fait ta spécialité, Caroline. C'est ça, merci, c'est exactement ça. J'accompagne les organisations, dans leur démarche de régulation info-communicationnelle. Voilà. Également avec nous, Géraldine Nouchet par téléphone. Bonjour Géraldine, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, la connexion est un petit peu moins bonne parce qu'on est par téléphone, mais c'est pas grave. Géraldine, tu vois, tu es pilote du programme Infobésité au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton périmètre et voilà, c'est à quoi consiste ce programme Infobésité? Vraiment en quelques mots, on va y revenir plus précisément après. Alors, moi, je suis chargée de projets transversaux pour la DGA Ressources qui regroupe la logistique interne, la DSI, la RH, les affaires juridiques, les marchés publics et les finances. Et donc, je suis chargée de projets transversaux et c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de travailler sur le sujet de l'infobésité. Donc on va avoir un ancrage très concret euh, d'une professionnelle de la communication qui a travaillé sur ce sujet d'infobésité. Et moi, je suis content de vous avoir toutes les deux parce qu'on a une formatrice, une experte du sujet qui égrène dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations publiques également ces bonnes pratiques contre l'infobésité. C'est Caroline. Et on a avec Géraldine du concret avec une organisation publique qui a mis en œuvre des actions au service de l'infobésité. On est prêt? Oui. Est-ce que vous êtes prêts, vous, derrière vos écrans, en tout cas? Est-ce que vous êtes prêts à poser vos questions? C'est l'occasion, hein, c'est un live, donc vous pouvez complètement poser vos questions. Je les scrute et je vais les poser à nos invités, donc n'hésitez pas. Ma première question, elle est pour toutes les deux. Peut-être pour toi, Caroline, pour commencer. Est-ce qu'on pourrait expliquer les causes profondes de l'infobésité en communication interne? Pourquoi il y a autant d'infobésité? Qu'est-ce que ça raconte de notre époque, de notre manière de communiquer avec les équipes? Alors, je crois que la première chose, c'est la question du traçage de l'activité, hein, qui prend de plus en plus d'importance au sein des organisations. Qui impose, donc effectivement, cette multiplication des informations, ce pilotage aussi qu'on souhaite de plus en plus en temps réel, qui génère effectivement des échanges, immédiats de plus en plus importants. Et puis, c'est la technologie, en fait, qui a rendu possible, ce fonctionnement dans l'immédiateté, ce traçage de l'activité, ce reporting constant aussi de l'activité, parce que potentiellement, les technologies, elles ont rendu possible la connexion de tous avec chacun, partout dans le monde, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc en fait, la technologie, elle a accéléré la vitesse des échanges et du coup, elle a accéléré la quantité aussi, des échanges. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question, au final, du gain que ça représente en temps.
réel parce qu'en fait, cet excès, d'informations, et cette vitesse de l'information, cette immédiateté, fait qu'on voit fleurir des demandes incomplètes, imprécises, envoyées en urgence, qui régénèrent en retour quantité de notifications, pour finalement peut-être un jour arriver à une conclusion, quoi. Est-ce que Caroline, ça trahit pas aussi une espèce d'individualisation du travail? C'est-à-dire que moi, on me demande d'atteindre mes objectifs, j'envoie mon mail, le fameux: «Bah, ouais, c'est dans ta boîte», voilà, et donc du coup, est-ce que ça trahit pas aussi, on était dans des open space, on parle de travail, de team building et cetera, mais néanmoins, bah, on balance ses mails. Alors là, on parle de relations interpersonnelles, mais on peut aussi, étendre ça sur les communications d'organisation, d'entreprise. On envoie ses mails et on s'interroge pas sur la charge mentale. Bien sûr, les technologies, tu as parfaitement raison, les technologies en fait, et notamment l'outil, mail, qui est quand même l'outil de travail dominant depuis 25 ans dans les organisations, hein. Ça reste l'outil de travail dominant. On avait annoncé, que d'autres outils deviendraient prédominants, mais c'est pas le cas, hein, encore aujourd'hui et effectivement, le mail a désorganisé le travail et il l'a énormément individualisé. Le mail, il casse les hiérarchies, heu combien de personnes envoient un mail à, 10 personnes en copie, voilà et en fait, il y a une forme de prime un peu à celui qui répond en premier, alors qu'en fait, la première réponse est pas forcément, la meilleure, comme on le sait. Ouais, Donc ouais, c'est pas for finalement, cet outil et cette individualisation du travail génère encore plus d'infobésité. C'est un peu, le dernier qui a raison, celui qui tient la corde, qui répond à au plus de mails et tout ça, effectivement, c'est quand même très négatif sur le plan de la c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur, si je réponds vite, si on voit beaucoup que je travaille avec beaucoup de mails, on va considérer que bon, est-ce que c'est une comp après j'en viens à Géraldine, si tu nous entends Géraldine, mais je vais venir à toi, mais est-ce que finalement il n'y a pas cette idée reçue qui est on va objectiver ma productivité, mon efficacité au regard de voilà, des paillettes, du nombre de mails que je vais envoyer à tout le monde et on va me voir vivre en fait, exister? Alors, je pense qu'il y a 2 choses dans ce que tu dis. On va me voir vivre et tu as tout à fait raison. Moi, dans mon livre, dès 2013, j'ai identifié ce côté mail de visibilité. C'est-à-dire si le patron voit que j'écris à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je vais être bien vue, hein. Donc ça, effectivement, c'est un aspect. J'allais dire que là, la responsabilité, c'est celle individuelle du manager et c'est celle de l'organisation. C'est-à-dire est-ce que i re l'organisation et le manager renvoient le fait que c'est normal de communiquer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ou pas. Et puis, dans ce que tu dis, il y a le deuxième aspect, c'est la question de la productivité. Et effectivement, cette quantité de mails, cette prime à la vitesse, on voit que finalement, et cette gestion de l'activité dans une temporalité d'immédiateté, elle est très négative sur le plan de la productivité. Les pertes de temps en lien avec le traitement immédiat sont incalculables, hein. Aujourd'hui, l'infobésité, c'est une perte de temps de travail de 30%, Énorme. hein, pour un 30. 30 et la perte de productivité, donc elle est avérée en même temps que la baisse de la qualité. Parce qu'on sait bien que la prime à la vitesse, la vitesse va rarement avec la qualité. C'est pas celui qui dégaine le premier le mail qui a la réponse Sauf en Formule 1. pertinente. Sauf en Formule 1, mais c'est un métier D'accord, très, très pointu. C'est-à-dire que spécifique, hein. tout le monde sait pas le faire. Est-ce que toi, tu as pu analyser, Géraldine, les causes profondes, qui ont conduit, dans ton, département d'Indre-et-Loire à de l'infobésité? Alors, juste avant de répondre à la question, David, je voulais quand même préciser ce qu'était un conseil départemental. Le département est une collectivité territoriale au même titre, que les mairies, les conseils régionaux et nous sommes chargés de compétences, principales, vraiment, en raccourci, des grosses compétences sociales, personnes âgées, personnes handicapées, aide sociale à l'enfance, insertion, heu, les routes départementales, les collèges et donc on est vraiment une grosse organisation de 2 500 agents. Donc c'est vraiment pour se rendre compte vraiment de, Avec un c'est besoin qui émane des agents qui t'ont remonté peut-être un mal-être, une charge mentale liée à l'infobésité, c'est ça l'origine du projet? l'origine du projet, initialement, c'est parti d'une formation, hein, qui a été donnée, à un petit groupe de travail et à l'occasion de cette formation, on s'est rendu compte que le fait de s'autodiscipliner, soi individuellement ne suffisait pas à régler le problème. Fallait il fallait prendre le sujet à bras-le-corps, de manière collective pour pouvoir mettre en place, heu, de bonnes pratiques, collectives, en fait. C'est quoi du coup, j'en reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure à Caroline, c'est quoi pour toi les causes du problème? Pourquoi il y a autant d'infobésité entre les collaborateurs, les collaboratrices, les agents, les agentes et même, de manière descendante de la com interne vers les
Au niveau des causes vraiment les plus profondes, très profondes, Dans les hein, équipes. on est vraiment service public. Donc qui dit service public, dit principe de continuité de l'activité. Donc, chez nous, normalement, l'activité, elle ne s'arrête pas. Donc, on trace tout le temps. Voilà, on veut pas qu'il y ait de perte d'informations. Et par ailleurs, la hiérarchie elle reste forte quand même en administration. Donc, on a tendance à mettre notre hiérarchie en copie de beaucoup de messages. Et puis, on a des agents très investis dans leur mission, donc qui veulent répondre à tout. Et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on avance dans nos projets. Et puis, par ailleurs, en cause, pour moi, la principale cause, c'est vraiment la non-maîtrise de l'ensemble des outils numériques. Aujourd'hui, la plupart des agents connaissent la messagerie, mais on reviendra certainement dessus après, mais on a pléthore d'outils et pour l'instant, ils sont assez mal maîtrisés. Est-ce que la multiplicité des outils ne favorise pas l'infobésité? Parce que, voilà, je fais un post sur, Yammer pour ceux qui ont Yammer, puis je le double d'un mail pour dire: «Ah là là, il y a un truc qui se passe sur Yammer» et puis bam, on fait un live, sur Teams parce qu'on va annoncer la même chose. Est-ce que finalement, Caroline, la multiplicité des outils, on s'y perd pas et finalement c'est ça qui cause cette charge mentale liée à l'infobésité, quoi? Alors, non, je crois pas. En fait, pour moi, l'infobésité, elle provient pas, de la diversité ou de la quantité des outils. Elle provient, comme l'a dit d'ailleurs, Géraldine très bien, elle vient de la mauvaise utilisation des outils par les utilisateurs. Par exemple, des doublons qui sont faits des outils. Dans une grande banque française, par exemple, il a été démontré qu'un commercial recevait la même information 25 fois par 25 canaux différents. Ça veut dire qu'il l'a eu 24 fois en trop avec effectivement la perte de temps que ça génère, pour lui. Donc, voilà, les outils, à partir du moment où on sait ce qu'on fait avec les outils et où on les utilise de manière correcte, vraiment, il y a pas de problème avec la question des outils. La question, c'est vraiment l'utilisation et notamment le fait de doublonner les demandes et les notifications. Et du coup, en fait, ce qu'on observe, c'est que la compétence, numéro 1, au 21e siècle pour un cadre, c'est la capacité à choisir l'outil de communication à mobiliser selon les situations. Par exemple, je veux demander, une information à un collègue sans aucun caractère d'urgence, le mail, c'est parfait. C'est un outil asynchrone de communication, on n'est pas censé l'avoir ouvert en permanence, donc voilà, c'est pas urgent, je demande une info, il y a pas de discussion, c'est parfait. Par contre, avoir une conversation courte en mode synchrone avec plusieurs collègues, eh ben, il faut absolument éviter le mail. Voilà, et là, la messagerie instantanée sur une période de 10 minutes, c'est canon. Donc voilà, c'est Donc c'est maîtriser. pas les outils en tant que tels, c'est un besoin d'acculturation, de comprendre à quoi servent les outils et les utiliser à bon escient. C'est ça en fait, ta vision des choses? C'est exactement ça et c'est aussi, David, les utiliser en mode collectif. Parce que si, certaines personnes savent utiliser les outils, mais que les autres ne maîtrisent pas bien les outils, on va continuer à avoir des demandes qui sont pas adaptés, avec les outils pas adaptés. Donc, c'est une responsabilité justement de la com interne de construire ce cadre de travail et d'échange, de former les personnes, de leur fournir les bons outils, de les former de manière à ce que collectivement, sur le plan organisationnel, les gens puissent travailler de manière efficace ensemble, quoi. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, on va les prendre quasi en direct, hein, donc n'hésitez pas, c'est le moment d'échanger avec ces 2 expertes qui ont un sacré vécu sur le sujet. Hem, Question, comment on va définir une communication plus éthique, sans infobésité? Comment vous le faites, vous, au conseil départemental, Géraldine? L'objectif, c'est vraiment d'atteindre la qualité de vie au travail. Euh, comme le dit souvent Caroline, balancer son mail, c'est comme jeter son mégot de cigarette par la fenêtre. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'arrêter de nous polluer tous mutuellement. Euh, et donc, comme elle le disait, de se former euh, collectivement à l'ensemble des outils, de s'autodiscipliner. Euh, pour qu'on respire tous un peu plus. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à, créer une charte? Là, je m'intéresse au comment on définit ça ensemble. Est-ce que vous allez, jusqu'à définir une charte ensemble d'utilisation? Et je vois Caroline qui opine du chef, donc je vais lui tendre le micro juste après, mais je veux juste comprendre comment ça se voilà, comment c'est s'il y a un plan d'action, s'il y a quelque chose qui s'est passé, au conseil départemental pour, voilà,
créer une charte du bien vivre ensemble autour de l'infobésité et de la communication, quoi. Oui, tu as raison David, tu parles de ça, c'est effectivement notre idée initiale, mais on sait bien, ce que font souvent les gens d'une charte, hein, c'est qu'on la lit une fois, voire pas du tout, et on la range, dans le tiroir et on la regarde plus. Donc là, notre idée, ça a été de faire plutôt un guide, vraiment accessible à tous, qui soit lisible, facilement, sur un mode ludique, avec de la facilitation graphique et avec des messages clairs vraiment pour que chacun, se les approprie. Donc on a commencé par diffuser ce guide qu'on a appelé le petit guide de la détox informationnelle. Heu et à partir de ce guide-là, on a demandé aux services de réfléchir, chacun à leur niveau, en fonction de leurs contraintes de fonctionnement, sur des règles adaptées justement, à leur fonctionnement. Que ça soit pas juste, un guide qu'on diffuse et ensuite on n'en parle plus. Non, il faut vraiment prendre le temps de décortiquer les irritants de chaque service, les difficultés qu'ils rencontrent avec l'infobésité, pour ensuite trouver des solutions et que chacun vive mieux, la diffusion de l'information. Caroline, comment on définit voilà, une éthique, ensemble dans une entreprise, dans une organisation pour lutter contre l'infobésité? Beh, déjà, je pense qu'il faut rappeler à tout le monde que si nous sommes tous victimes de l'infobésité, nous sommes aussi tous les premiers acteurs de l'infobésité des autres. Ce qui quand même nous donne aussi des pistes de solutions. Donc moi, je crois que la décroissance informationnelle, c'est une nécessité, heu, tout comme la décroissance énergétique, en fait. Alors le concept qu'on a développé. Mais ça dans le même bateau, c'est le concept de décroissance au sens large et on intègre ça aussi dans la communication. Intéressant. Exactement et le concept qu'on a développé chez Socomen, c'est vraiment le concept d'info-responsabilité ou communication responsable, qui est une façon de communiquer en conscience qui prend en considération les dommages que la communication peut causer, que j'ai conceptualisé, en 2013. Donc en fait, la communication info-responsable, elle engage vraiment ceux qui utilisent les outils. C'est une démarche éthique bienveillante, en fait, qui propose à chacun des acteurs de l'organisation un référentiel de comportement, de bonnes pratiques simples, concrètes, pour fédérer en fait l'engagement de chacun au service de cette cause commune, hein, lutter contre l'infobésité. Donc en fait, il y a un référentiel pour chaque acteur. Bah, par exemple, voilà, pour un collaborateur, être info-responsable, être info-friendly, c'est déjà être responsable de ses émissions d'information. Ça passe par, eh ben, je me relis avant d'envoyer, je veille à ce que mon information soit qualifiée, complète, claire, compréhensible. Je mets un délai quand il y a une réponse à apporter pour l'interlocuteur. Je n'écris jamais en dehors des heures de travail classiques et je rédige des mails de 15 lignes maximum. Ça, Mais j'imagine que les automatisations, les outils, les IA peuvent aussi aider pour le coup à ça, à peut-être à synthétiser des choses, à mettre des délais. Moi, j'ai un délai quand j'envoie un mail, il part pas tout de suite, j'ai 2 minutes pour le récupérer le mail et j'utilise souvent, crois-moi. Il doit exister bien des sûr. outils comme ça. Oui, tu as raison. Je pense que, sur la formulation aussi écrite, sur certains réflexes, sur le fait, de mieux contrôler la date d'envoi, l'heure d'envoi. On s'est rendu compte aussi pendant la crise sanitaire que chacun pouvait travailler à n'importe quelle heure. C'est ce qui a donné, tu sais, le terme lundi-manche que même Emmanuel Macron a utilisé. Certains, qui avaient des enfants à la maison travaillaient à 5 heures du matin et pas à 16 heures. D'autres travaillaient à 16 heures. Bon, donc on s'est rendu compte qu'avec les technologies, on pouvait travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais si on va jusqu'au bout de la logique, si on fait ça, plus personne ne dort. Et là, c'est le burn-out, voilà, de mondial, quoi. Donc, effectivement, on est obligé de contrôler, sa consommation, sa production d'informations, de la réguler et notamment si, par exemple, moi qui suis très matinale, je travaille très tôt, je m'interdis d'envoyer mes mails et je programme leur envoi à 9 heures le matin. Mais effectivement, pas avant, parce que sinon, c'est simplement, encore une fois, d'un point de vue des risques psychosociaux, une calamité, quoi, une catastrophe. Ouais. Géraldine, quelles sont les conséquences néfastes de l'infobésité sur les agents du conseil départemental? Qu'est-ce que tu as pu, observer? Tu as réfléchi à ça? Vous avez, je crois, fait une Bah, recherche, un écoute, questionnaire? ça tombe bien parce qu'en fait, on a pu mener une enquête, qualité de vie au travail, au printemps et donc on a pu obtenir les résultats, avant l'été. Et donc de cette enquête est ressorti que, d'un côté, d'une part, 72 des agents, heu,
avaient un besoin de longues périodes de concentration intense. Et par ailleurs, 77% d'entre eux avaient des tâches souvent interrompues avant d'être achevées, nécessitant de les reprendre plus tard. Donc, je vous laisse imaginer un peu ce sentiment contradictoire qui est j'ai besoin de me concentrer, mais par ailleurs, on m'interrompt en permanence. Donc, ça ne peut que générer un sentiment d'insatisfaction au travail et donc et également une fatigue psychique et physique à la fin de la journée. C'est clair. Caroline, tu veux compléter? Quels sont les risques, les conséquences de l'infobésité sur les équipes? Alors, comme l'a dit, Géraldine, il y a un risque de productivité qui est énorme. On sait que quand on s'interrompt dans une tâche de fond pour traiter, par exemple, une notif, l'arrivée d'un mail, le temps nécessaire à se reconcentrer sur la tâche initiale, il est entre 10 et 20 fois le temps de la distraction. Donc effectivement, je crois qu'on a tous compris qu'il fallait surtout pas traiter ces mails au fil de l'eau, quoi. Et il faut les traiter en mode groupé. Donc ça, c'est voilà un premier élément qui devrait quand même attirer l'attention aussi des directions générales, parce que c'est une perte de temps pour l'organisation qui est énorme. Ce sont des risques psychosociaux aussi très importants pour les personnes, parce que l'accélération de la vitesse fait que ça dégrade profondément les relations entre les personnes. Si je communique trop vite, je fais moins attention et là, on a vraiment une dégradation. Et puis encore une fois, l'outil mail, qui est l'outil de travail dominant dans les organisations aujourd'hui, c'est un outil dans lequel il n'y a pas le corps. Et quand il n'y a pas de corps, il y a une dégradation effectivement de la communication. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure de se synchroniser par rapport à l'autre. Et seul le corps, sa dimension émotionnelle et cognitive, permet de s'adapter, de se réguler par rapport à la personne. Même au téléphone, on n'a pas le corps, mais on a la voix. Et la voix, ça permet de s'adapter, de réguler. Et la catastrophe aussi un petit peu aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les collaborateurs aiment les outils de travail asynchrones. Et donc, le téléphone est en perte de vitesse comme outil de communication, alors que c'est un outil de communication riche, puisque s'il n'y a pas le corps, il y a quand même au moins la voix. Donc, voilà, les risques. Après, il y a le podcast, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. C'est asynchrone, il y a la voix, tout Vidéo. va bien. Voilà, donc les risques de dégradation des relations, ils sont avérés aujourd'hui en lien avec l'infobésité. Et puis, pour finir sur les risques, parler des risques sur le processus décisionnel, hein. On sait que l'infobésité génère des risques sur le processus décisionnel. Pourquoi? D'abord, parce qu'on sait qu'il existe un nombre optimum d'informations à recueillir avant de prendre une décision. Or, ce qu'on observe, c'est que les cadres en particulier ont tendance à recueillir le maximum d'informations avant de prendre une décision. Pourquoi? Parce que tout change tout le temps. Donc, ils attendent le dernier moment pour prendre une décision. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de paralysie de l'action qui fait qu'effectivement, on a une dégradation du processus décisionnel. Et le deuxième risque sur le processus décisionnel, c'est c'est le risque en lien avec la désinformation. La croissance informationnelle se fait à qualité décroissante. C'est un fait scientifique avéré. Donc, comment prendre une bonne décision sur la base d'une information fausse? Eh ben, c'est pas possible. Donc on va vite, c'est faux et on prend de mauvaises décisions. Donc effectivement, il y a un cercle vicieux qui s'organise avec cette infobésité qui crée un manque de concentration, qui permet du coup qui favorise les erreurs et les mauvais choix, du coup. Tu te rappelles ce qui s'est passé aux Oscars à Los Angeles, je crois que c'était en 2017 avec, l'annonce par erreur, de Warren Beatty, de l'Oscar, du meilleur film. Warren Beatty annonce par erreur effectivement, que c'est, le film avec Emma Stone et en fait, d'autres personnes montent sur scène pour dire devant quand même 30 millions de téléspectateurs, c'est pas rien, qu'en fait c'est pas le bon film, que c'est Midnight, je sais plus quoi qui a gagné. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, dans le back office, l'auditeur PwC qui a remis l'enveloppe à Warren Beatty s'est trompé d'enveloppe. Il lui a remis l'enveloppe de l'Oscar de la meilleure actrice, à savoir Emma Stone, qui avait été remis juste avant. Et pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il était en train de tweeter sur Ah Emma là là Stone. là là, on fait Donc plusieurs il choses était en dans le même temps, multitasking, c'est risque ça. d'erreur. Mais les Anglo-Saxons sont hyper pragmatiques et ils ont immédiatement décidé d'interdire les outils électroniques dans le back-office des Oscars. J'en viens aux professionnels de la communication qui nous écoutent, de la communication interne notamment, mais pas que. Là, on a beaucoup parlé de relations interpersonnelles entre les personnes. On fait attention aux mails, on essaie de les retenir, et cetera. C'est quoi le pendant de ce qu'il faudrait mettre en place pour que les directions de la communication soient aussi conformes hem,
à ces questions d'éthique et de lutte contre l'infobésité? Alors, je crois que il est important que les, services de communication interne élargissent un petit peu le spectre de leur territoire, si je puis dire. La com interne, c'est pas seulement le descendant, les informations, les messages qu'on transmet, aux équipes. La com interne, c'est vraiment, fournir le cadre de travail et d'échange, pour permettre aux collaborateurs de mieux travailler ensemble et effectivement de mieux se connecter, les uns avec les autres, dans le respect d'un certain nombre de règles. Donc moi, j'invite les, responsables communication interne à travailler avec les DSI, c'est absolument indispensable, pour s'interroger sur les bons outils de communication à utiliser en interne pour faciliter, le travail. La com interne, c'est pas que les messages, voilà, qui sont envoyés, c'est aussi la façon, les outils qu'on se donne pour mieux travailler ensemble. C'est une part importante de la responsabilité, des services de com interne aujourd'hui. Question, sur le live. Une question d'Anthony, qui pose une question à Géraldine. Est-ce que cela entraîne une réflexion sur l'évolution du matériel de travail, des accès aux outils d'information selon les heures de la journée, voire de la proximité physique des agents? Est-ce que ça entraîne une réflexion sur ça, sur l'organisation des bureaux, Géraldine? On a entamé un gros travail justement, au sein de la DSI où le bâtiment aujourd'hui est complètement inadapté, à l'équipe qui a évidemment, énormément grossi avec tous les besoins, numériques, qui se présentent dans cette collectivité. Et donc on a recruté, on a plus de place pour mettre, les personnes et donc, les collègues travaillent dans des conditions pas toujours, satisfaisantes. Donc, on a fait ce travail, en mode innovation pour leur permettre de travailler dans des conditions plus satisfaisantes. Donc évidemment, l'infobésité prend une ampleur encore plus importante quand on a des conditions de travail, qui sont difficiles. De ces réflexions, quel est le plan d'action que vous avez, mis en place, au conseil départemental, sous les conseils, sous les orientations de Caroline qui vous accompagne sur ce Mmh. sujet? Je me suis beaucoup inspirée, c'est vrai, des interventions de Caroline, de ses écrits, donc on a voulu faire en sorte que ça soit un plan d'action, qui s'étale un peu sur l'année pour, vraiment rentrer dans le quotidien, des agents et qui s'approprient des bonnes pratiques, parce qu'il faut que ces bonnes pratiques soient, collectivement, acceptées. Donc, on a commencé par d'abord un séminaire, un atelier conférence, auprès des managers parce qu'on a considéré que c'était vraiment le premier public qu'il fallait toucher, dans la mesure où, comme disait Caroline, ce sont les premières victimes de l'infobésité et en même temps, les premiers producteurs de l'information. Donc il fallait les réunir pour qu'ils s'en parlent et qu'ils se rendent compte déjà, qu'ils sont pas seuls face à leurs difficultés. En général, c'est un peu le sujet tabou, hein. On n'a pas envie de dire à son collègue, qu'on a trop de mails, qu'on s'en sort pas, que le soir, il faut qu'on termine de regarder ses mails, voilà, ça c'est pas forcément on parle d'abord de nos dossiers avant de parler de nos difficultés d'infobésité. Donc là, ça a été vraiment l'occasion qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent échanger et se rendre compte que, ils n'étaient pas tout seuls. Et ensuite, on fait intervenir Caroline qui a fait une conférence, et qui a pu, passer, ses messages, habituels. Et puis, ensuite, on a diffusé notre petit guide, notre projet de service, détoxifié, qui est un modèle de projet de service où, comme je disais tout à l'heure, on demandait au service de réfléchir. Et puis toutes les semaines sur notre intranet, je diffuse des astuces hebdo, plus de mise en pratique vraiment, du guide avec, des petites astuces, des tips pour qu'ils sachent utiliser un peu d'abord leur messagerie parce que, par exemple, couper les notifications visuelles et sonores, ça on sait pas tous le faire. Rédiger un mail, clair et complet, heu, prévoir un message d'absence, lorsqu'on part en congé parce qu'on est tous, submergés de messages lorsqu'on rentre, de congé. Et donc j'ai mis cette astuce, là avant le départ en congé, estival pour que chacun pense à mettre le bon message d'absence et faire comprendre aux collègues que c'est pas parce qu'il est en congé il doit continuer à recevoir moult messages. Une politique des petits pas, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire, Exactement. Caroline,
comment, enfin, j'imagine que tu es à l'origine de ces plans d'action, mais c'est quoi la philosophie qui est derrière ce plan d'action? C'est ça, c'est une logique de petits pas, des micro-learning, d'acculturation progressive? Je crois, moi, les demandes de mes clients, elles peuvent venir de la direction générale qui a envie, sur le plan organisationnel, de vraiment faire quelque chose qui va donc imprégner tous les services jusqu'en bas de l'organisation. Mais ça peut être aussi, j'ai des demandes de services qui me disent, notamment des services avec des, comment dire, des services industriels de production qui nous disent finalement, on est tout le temps derrière notre ordinateur et on ne sait plus ce qui se passe dans le service, comment on peut faire. Donc, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que ça parte du bas, que ça parte du haut, l'idée, c'est de toute façon d'y aller de manière progressive en fonction de là où en sont les équipes. Parce que une organisation de 500 personnes et une organisation de 2000 ne fonctionnera pas de la même manière. Et culturellement, de toute façon, c'est très différent d'une organisation à une autre. Dans les organisations de type public que j'accompagne, cette culture dont déjà Géraldine a parlé tout à l'heure, du traçage complet, elle est quand même moins prégnante dans des entreprises privées que dans les entreprises publiques. Donc, la façon de communiquer est différente d'une organisation à une autre et il faut partir de cette réalité-là. Et puis, Géraldine, je pense, a eu aussi vraiment la bonne logique de travailler d'abord sur la population manager. Pourquoi? Parce qu'on sait que les collaborateurs calent leurs pratiques sur celles de leurs managers. Donc, déjà, si on sensibilise les managers au risque de l'infobésité, si on les amène à se questionner sur leurs pratiques, eux peuvent proposer à leurs équipes des pratiques infocommunicationnelles, voilà, responsables, éthiques, qui fassent que ça fonctionne mieux au sein de leur service. Et après, ça peut se répandre. Voilà, donc il y a plusieurs façons, plusieurs approches possibles. On prend quelques réactions en direct. Corinne Goldberger qui nous dit le télétravail, quand on n'est pas interrompu par des demandes urgentes, est bénéfique pour pouvoir se concentrer quand on a l'espace et la tranquillité à domicile en journée. Donc en fait, il y a quand même, effectivement, potentiellement, le télétravail peut être intéressant, mais dans la phrase, il y a quand même deux, quand on n'est pas dérangé ou quand on n'a pas de demande d'urgence. Donc du coup, j'en viens, cette question, elle est quelque part, enfin, c'est une observation. Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que vraiment le télétravail permet de mieux se concentrer, de lutter contre l'infobésité, Caroline? Alors, il faut savoir que la naissance du télétravail, aux États-Unis, il y a 25 ans, c'était, un outil réservé aux professions les plus intellectuelles, donc c'était un outil très CSP+, pour les gens qui traitaient des tâches de fond et effectivement, à l'époque, il y avait pas tous les outils qui nous permettaient, même à la maison, d'être en visio et cetera. Donc oui, à cette condition-là, quand on n'est pas dérangé, ça permet de mieux traiter les tâches de fond et c'est ce que faisaient les cadres jusqu'à la crise sanitaire. C'est-à-dire que pendant le télétravail était généralement réservé aux tâches de fond et aux cadres et donc il y avait peu d'interactions. Depuis la crise sanitaire, voilà, on a tous travaillé chez nous, donc on est tous finalement même à la maison, même en télétravail, en possibilité d'être en réunion, de répondre au téléphone, et cetera. Donc finalement, le télétravail n'est plus cet endroit de recrutement, oui, et dédié aux tâches de fond. Par contre, je crois que l'enjeu aujourd'hui pour les organisations, il est de se poser la question de comment on favorise le traitement des tâches de fond et comment donc on permet à nos collaborateurs de s'isoler physiquement et numériquement pendant la journée de travail. C'est ça l'enjeu, parce qu'il faut quand même bien dire aux auditeurs que ce qui fait la carrière de quelqu'un, c'est pas le fait de répondre à des mails toute la journée. Ça, vous voyez, c'est des tâches, c'est des micro-tâches faciles que le cerveau aime bien, mais ce qui fait la carrière de quelqu'un et l'intérêt, à mon avis, aussi du travail, c'est la réalisation des tâches de fond. Ce sont ces tâches-là qui sont les plus à valeur ajoutée pour l'organisation, ce qui implique donc de prendre une distance par rapport aux notifications. Mmh. Et Je vous renvoie, pardon Caroline, je vous renvoie à une émission précédente, c'était il y a 2 ou 3 émissions, on a parlé beaucoup d'aménagement d'espace de bureau dans une perspective de communication interne et effectivement, on voit bien, on a même écrit un article dessus sur le blog de Nouvelle Voix qu'on passait, on était dans un espace de bureau, très individuel dans les années 80-90, on est passé petit à petit sur de l'open space et maintenant on se rend compte et on t'écoute et tu le confirmes Caroline, qu'on doit quand même avoir des endroits où on peut se poser tranquillement dans les bureaux. Donc du coup, c'est bien, ça fait du boulot pour les aménagements de bureaux, pour les architectes. C'est super, c'est très intéressant. On peut se poser la question voilà, du futur de tout ça, mais bon, je ne sais pas si on a un point de vue là-dessus, mais peut-être qu'on est en train d'avancer petit à petit sur un futur du travail qui va être mixte, où on va avoir des espaces clos, des espaces un peu plus larges. Mais voilà, je vous renvoie vers cette émission.
J'aimerais qu'on parle des outils avant de clôturer cette émission. Toi, tu m'as dit en préparant, cette émission que la digital workplace, les outils internes ont fait énormément de progrès et qui vont dans le sens de la lutte contre l'infobésité. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça, Caroline? Oui, la digital workplace qui est un petit peu, l'environnement numérique ultime, hein, en fait, la digital workplace permet à un professionnel d'accéder, à l'ensemble de ses informations de travail, quelles qu'elles soient, quand il ouvre son ordinateur en arrivant le matin au bureau. Donc la digital workplace, en fait, elle contient un ensemble, composé à la fois d'une dimension documentaire avec un moteur de recherche. Voilà, je peux chercher les informations métiers dont j'ai besoin, mais aussi, d'outils de type, communicationnel. Voilà, j'ai, la messagerie intégrée, j'ai la messagerie instantanée, la messagerie électronique, j'ai tous mes outils de communication. J'ai mes réseaux également internes, donc j'ai la dimension sociale aussi de mon activité. Et puis, j'ai une dimension d'outils collaboratifs, d'outils de travail. C'est-à-dire, je sais pas moi, voilà, des agendas partagés, des espaces, de travail partagés. Et cette digital workplace, je peux la personnaliser en fonction de mes besoins. Et ça, à mon avis, c'est absolument, essentiel pour lutter contre l'infobésité parce que du coup, je vais avoir la possibilité de personnaliser mon propre environnement de travail en fonction de mes besoins et non pas de recevoir, par, des tas et des tas de biais différents, des tas d'informations et souvent les mêmes. Donc ça, j'y crois beaucoup et puis, cette digital workplace, elle va permettre aussi aux organisations de reprendre la main par rapport à Teams. Je m'explique. Pendant la crise sanitaire, Teams est devenu, un peu l'outil indispensable. Pourquoi? Parce que beaucoup d'intranets d'organisations ne permettaient pas, ce que permet Teams et notamment, l'échange instantané de documents, les outils de travail collaboratif. Beaucoup d'intranets étaient essentiellement descendants, et éventuellement sociaux, mais pas collaboratifs. Du coup, Teams est arrivé et du coup, en fait, l'intrusion de Teams a phagocyté les intranets des organisations, Et oui, qui et c'est n'avaient bien et je crois que c'est bien leur objectif aussi. tu crois? Je sais pas, mais je crois. Voilà et du coup, en fait, ce qui est très ennuyeux, c'est que du coup, les intranets sont de moins en moins consultés, alors que seul l'intranet personnalisé de l'organisation est vecteur de la culture, de l'ADN de l'organisation. Et donc, il y a un fort enjeu pour les organisations, et je pense notamment à l'un de mes clients actuels qui a cette démarche-là de recréer sa digital workplace, c'est la Mutuelle des motards, qui a pris conscience effectivement que Teams était en train de cannibaliser leur intranet et qui décide effectivement de mener cette démarche pour, en fait, que leurs collaborateurs reviennent sur l'intranet Ouais. de Alors leur. qu'on le sait, hein, Microsoft, ils font plein de choses super, mais ils sont pas au dernier standard en termes de digital workplace, d'intranet, enfin, de tout ça que peut proposer pardon des pure players. On va pas donner de nom, mais vous les retrouverez facilement. Donc oui, effectivement, un Microsoft c'est bien pour plein de choses, mais voilà, pour la communication interne, pour la digital workplace, c'est pas le meilleur. Et je confirme, je vois bien ce que tu dis, que lorsque c'est installé, c'est déjà tellement dur d'installer Microsoft parce que c'est pas simple d'utilisation. Il faut quand même de la formation, il faut de l'installation, il faut de l'ingénierie, il faut de la DSI. Donc c'est compliqué, c'est un projet compliqué. On se dit peut-être, ah bah on va utiliser Yammer ou on va utiliser le SharePoint parce que c'est là, c'est dans le package et c'est bien. Mais en fait, ça fait pas tout et ça va pas dans le sens de l'infobésité. Géraldine, vous avez une réflexion digital workplace, changement d'outils au conseil départemental? Alors, pas seulement une réflexion, hein, ça fait déjà, 2 ans et demi qu'on a changé d'intranet et je pense qu'on peut être assez fiers, de notre outil, qui a été, proposé par notre responsable de communication interne. C'est vraiment je trouve que c'est un outil vraiment, accessible et où on y trouve tous les outils dont parlait, Caroline, les espaces collaboratifs, les informations institutionnelles, les mobilités internes, les fonctions, les espaces collaboratifs. Enfin, vraiment, on y trouve toutes les informations. Après, ça demande, c'est une révolution, ça demande un gros travail d'acculturation des agents qui n'ont pas encore forcément le réflexe d'aller sur l'internet. D'où la bonne. Et de création de contenu, j'imagine, mais bon. Ah oui, oui, bah ça c'est du rôle de l'animation de notre responsable de com interne et qu'il y a des correspondants dans la collectivité. Mais
pour revenir sur l'appropriation, ça demande vraiment. Oui, ce que je voulais dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que justement, dès lundi, l'intranet va pouvoir s'ouvrir automatiquement le matin lorsqu'on ouvrira notre session. Et ça, c'est vraiment encore un nouveau pas en avant pour permettre de rendre l'intranet accessible. Je vais prendre une dernière question avant de clôturer de Sana, que j'embrasse, Sana. Au-delà des outils technologiques dont on a parlé, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions organisationnelles, une réflexion organisationnelle pour mieux échanger et être plus soucieux de la santé mentale des uns et des autres? Caroline, est-ce que toi, tu peux aller jusqu'à des modifications de l'organisation d'une entreprise? Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça semble être un chantier beaucoup trop grand pour traiter l'infobésité? Mais bien sûr qu'en fait, la résolution du problème de l'infobésité, elle est individuelle par l'adoption des pratiques inforesponsables, mais elle est aussi de la responsabilité de l'organisation. Je ne comprends pas, moi, pourquoi en France, il n'y a pas plus d'organisations qui, simplement, comme c'est courant dans les pays anglo-saxons, coupent les serveurs le soir entre 19h et 8h le matin. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire ça? Toutes les organisations en France ne travaillent pas avec l'étranger. Pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas l'accès aux serveurs? Voilà, alors certaines entreprises le font, mais elles sont rares en France. Mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que pourquoi elles ne le font pas? Parce que à la fois, bien sûr, il faut quand même être conscient que toutes les heures de travail réalisées en dehors des heures de travail classiques, c'est quand même une source évidemment d'heures de travail non payées pour les organisations, il faut quand même bien le dire, mais aussi les cadres eux-mêmes ont une ambivalence par rapport au sujet, en disant moi j'ai envie de travailler quand je veux, au moment où je veux, la flexibilité, etc. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris quand même que cette flexibilité n'allait pas dans leur intérêt, quoi. Voilà. Donc oui, à la coupure des serveurs comme mesure de régulation, évidemment, collective et organisationnelle. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse à cette question. On en vient à la fin, ça y est, c'est terminé pour ce live. Merci à toutes les deux. On aurait pu en parler encore longuement de ce sujet. Bien sûr, j'imagine que Caroline et Géraldine sont disposées sur LinkedIn à répondre à vos questions, à faire des petits calls. Elles ont l'air passionnées par ce qu'elles font actuellement. Et donc, je pense qu'elles sont passionnantes à écouter aussi en MP. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous procurer le livre de Caroline, Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations, un puits de science que j'affiche sur l'écran. Merci beaucoup Géraldine d'avoir été avec nous par téléphone. Merci David, merci Caroline. On aurait effectivement plein d'autres choses à dire. Chose à dire, mais voilà, on a quand même dressé un panorama. Vous avez pu vous exprimer sur votre contexte au conseil départemental. Donc pour ça, merci beaucoup. Merci beaucoup également, Caroline. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé avec beaucoup. C'était passionnant, vraiment. Merci beaucoup. Merci David, merci à tous. Et je vous remercie également de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur la page LinkedIn de Nouvelle Voix pour être au courant des prochains lives. Vous pouvez aussi vous abonner sur la page des podcasts Vibration pour découvrir les prochains épisodes qui arrivent très bientôt. Il va y en avoir nombreux, ils vont être passionnants. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un très bon week-end et à très bientôt pour un prochain live sur LinkedIn. Ciao!